Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, lancement du projet BioValor à Abomey-Calavi, un projet qui va renforcer la démarche, compétences et la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur au Bénin. Vous suivrez dans cette édition également la descente du maire d'Abomey-Calavi dans 2 collèges de sa commune. Objectif, s'enquérir les difficultés rencontrées par les apprenants et leurs enseignants. Et hors de nos frontières, la prison de Guantanamo a 20 ans cette année. Une occasion pour les experts de l'ONU de faire appel pour sa fermeture. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. La vice-présidente de la République a reçu en audience le président fondateur de la Fondation Vallée. Odon Vallée est allé présenter non seulement les objectifs de sa fondation à Mariam Chabi Talata, mais aussi il est allé parler des bourses qu'offre la fondation aux étudiants béninois. Suivez ses propos à la sortie d'audience au micro de Juste Defodji. L'objectif de cette audience était d'abord de mieux faire connaître ce que fait la Fondation Vallée au Bénin en matière de bourses d'excellence et aussi en matière de bibliothèques, puisque nous avons le plus grand réseau de bibliothèques de toute la francophonie, France comprise, avec environ 2 300 000 lecteurs par an. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé rencontrer la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, parce que le président Kérékou m'avait fait commandeur de cet ordre, et je suis très heureux et très fier d'être un membre de l'Ordre national du Bénin. En France, on dit que je suis 100% français, mais 200% béninois, je ne renie pas cela. J'ai été très agréablement surpris parce que sur à peu près tous les plans, nous sommes entièrement d'accord. On ne le savait pas à l'origine, on n'avait pas eu l'occasion et ni l'honneur d'être reçu par elle, mais on est d'accord. Je pense qu'en ce moment, au Bénin, il y a une forme de consensus sur l'avenir du pays. Alors, je ne parle pas politique, je ne vote pas au Bénin, donc je m'entends bien avec tous les Béninois, quel que soit leur parti politique, mais je pense qu'il y a un consensus sur l'avenir du Bénin. Et ce que j'ai dit à la vice-présidente, pourquoi suis-je venu au Bénin et pas dans les autres pays d'Afrique? Parce que le Bénin est un pays qui n'a pas connu les guerres. C'est un pays pacifique, le Bénin. L'amphi Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi a abrité hier le lancement officiel du projet BioValor, un projet qui va renforcer la démarche compétences et la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur au Bénin. L'ananas, le fonio et le riz sont entre autres les cultures prises en compte par BioValor. Frédéric Espoir-Houmambou pour Le Point. BioValor, c'est le nouveau partenariat pour renforcer la démarche compétences et la culture entrepreneuriale dans la formation à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Une initiative qui est financée par l'Agence française de développement et portée par l'Université de Lorraine. Uniquement sur ces dizaines de projets, il n'y en a que 7 qui ont été retenus, dont BioValor. Donc c'est vraiment tout à fait important de noter que nous sommes là au résultat d'un processus extrêmement sélectif et qui d'ailleurs est récompensé parce que la somme de 2,8 millions d'euros qui est attribuée pour développer ce projet n'est pas une somme négligeable. Pour le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, ce projet permettra non seulement de redynamiser les curricula de formation, mais surtout de remédier au fait que les apprenants attendent toujours de l'emploi de l'État à la fin de leur formation. Il devient urgent que les formations en cause soient revisitées et tiennent compte des réalités actuelles sans manquer de se projeter dans l'avenir. Et c'est ce qui nous réjouit dans ce projet BioValor qui, par une approche compétente, verra à ce que les formations à la Faculté des sciences agronomiques soient mieux alignées avec les besoins des acteurs sur le terrain.
À travers le dit projet, le Bénin épouse l'émergence de la bioéconomie, un enjeu capital dans le développement aujourd'hui. Et puisque l'agriculture a toujours été la base de l'économie nationale, elle doit être désormais mieux pensée dans nos universités, dira le ministre Gaston Dossoui. Nous allons nous développer, et il faut le savoir. Et l'université a un rôle privilégié à jouer dans cette affaire. La réflexion avant l'action. Nous devons projeter notre devenir ici, dans les salles de nos universités, pour amener les politiques et les acteurs de développement à suivre le chemin. Son collègue de l'enseignement supérieur, avant de lancer officiellement le projet, a souhaité que l'impact de Biovalor dépasse l'université d'Abomey-Calavi et embrase le Bénin. Tout en renouvelant l'engagement du gouvernement pour accompagner ce projet, souhaiter un plein aboutissement à ce projet. Pour qu'au-delà de l'université d'Abomey-Calavi, de la faculté des sciences agronomiques, que ce soit l'ensemble des universités publiques et privées qui se trouvent impactées. Le projet, d'une durée de 4 ans, donnera l'opportunité aux apprenants, à travers son village entrepreneurial, de faire des pratiques in situ. Les acteurs éducatifs des collèges Le Méridien et du CEG Godomé 2 ont reçu hier la visite du maire de la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif de cette descente d'Évariste Angelo à Wandjinou est de s'imprégner des difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés. Aristide Setti a suivi la délégation et voilà son compte rendu. Le maire Angelo Évariste à Wandjinou au cœur des problèmes éducatifs de sa localité. Ce mardi 11 janvier 2022, il est allé s'enquérir des conditions de travail des usagers des collèges d'enseignement général Le Méridien et Godomé 2. Ce que nous avons constaté est très sérieux. Des élèves, des apprenants qui manquent de salle de classe, ils ont à peine 1 heure pour se reposer à 13h, à 14h, ils enchaînent avec des classes volantes. On a vu des salles rien qu'en tôle. Ils travaillent dans la chaleur. Des salles en tôle qui n'ont pas aussi des tables bancs. Triste réalité face à laquelle des instructions ont été données par le maire Angelo Évariste à Wandjinou. Nous avons instruit ces enseignants le CA de Godomé à mettre à leur disposition dès demain 100 tables bancs, histoire de permettre aux apprenants de s'asseoir et continuer le travail dans ces conditions. Donc nous prenons l'engagement de revenir et d'accompagner ce collège dans la mesure du possible. Bossa Omer, directeur du CEG de Godomé, se dit heureux de cette visite inopinée du maire de la ville d'Abomey-Calavi. Vraiment, c'est un honneur que monsieur le maire m'a fait. Parce que depuis 2011 qu'on a créé ce collège, aucune autorité digne de la commune n'est passée. Donc c'est une joie. Vous voyez, j'ai encore l'émotion. Au collège d'enseignement général Le Méridien de Kokotomé, les produits de première nécessité connaissent à nouveau une hausse de prix au Bénin, un phénomène qui suscite la mévente sur tous les étalages des marchés du Bénin. Au marché de Bégamé, par exemple, le constat est unanime sur tous les étalages. Les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter malgré les mesures annoncées par l'État. Cette nouvelle flambée des prix ne laisse personne indifférent. En témoignent les différentes plaintes des revendeuses au marché de Bégamé. Quand tu vas au marché pour les achats, tout est cher au point où je me suis dit que ceux qui ont l'habitude de parler doivent le faire pour que les prix baissent. Le sucre, par exemple, coûte actuellement 28 500 ou 29 000 par endroit. La farine de blé que nous achetions à 16 000 francs est passée à 21 000 francs. Nous sommes étonnés. En temps normal, les prix chutaient un peu à l'approche des fêtes, mais cette année, c'est tout le contraire qui s'est passé.
Les prix ont tellement augmenté qu'il n'y a plus de riz qui coûte 400 francs le kilo, alors qu'avant on pouvait en avoir à 350 francs le kilo. Maintenant c'est impossible parce que le sac de riz est déjà passé à 22 000 au lieu de 16 000. Dans ce cas, nous ne pourrons le vendre à 400 francs le kilo. Parce que c'est 22 000. Alors, 22 000, c'est tout qui est cher, ils ont dit, dans le marché. Je ne sais pas pourquoi. Les gens même c'est difficile pour eux d'acheter. Ils viennent pour... c'est le prix d'avant qu'ils veulent acheter, mais ils apprennent que c'est autre prix. C'est pas facile pour nous aussi. Les spaghettis sont chers, le lait concentré, il y a beaucoup de choses, les sardines, un peu de tout. Presque tout, je dirais. Le sucre maintenant, c'est trop cher. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation sensible des prix de produits de première nécessité. Encore autre facteur justificatif de cette surenchère, les frais de douane. Ils me disent que les produits sont chers à cause de la douane. C'est à Tokpa qu'on a appris que tout est cher. C'est pas de notre côté. Pendant que les ménages continuent de croupir sous le poids de cette inflation, les vendeuses, quant à elles, se plaignent de la mévente, conséquence directe de cette flambée. Ça donne la mévente actuellement. Les gens souffrent beaucoup et il y a la mévente chez nous. Il y a la mévente à cause de ça aussi. Les produits coûtent trop cher et c'est à cause de cela que beaucoup de clients n'achètent pas. Il y a la mévente. En attendant une réaction de l'État, elle lance un appel. Ils diminuent les prix des denrées. Le maïs est déjà à 300 francs le kilo. S'ils peuvent diminuer les prix, ça serait bien. Nous souffrons beaucoup. Pour aller au marché une fois, tu as beaucoup de soucis. Et pour revendre aussi, c'est encore compliqué parce que les clients aussi souffrent et se plaignent. Nous serons contents s'ils diminuent les prix. Il faudrait que les choses deviennent moins chères pour que nous, qui sommes les vendeurs, on facilite la tâche à ceux qui prennent des achats, qui viennent chez nous pour prendre des choses. Sinon, ça ne peut pas aller comme ça. Bon. S'ils peuvent rabaisser un peu le prix, ça ira. De nous diminuer un peu d'argent. Toutes les choses au marché, c'est trop cher. Une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO relève que dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les prix des denrées alimentaires sont substantiellement en hausse par rapport à leur niveau de 2019 et à la moyenne des 5 dernières années dans plusieurs pays. Pour l'organisation onusienne, cette hausse est due, entre autres, aux mesures restrictives de lutte contre la COVID-19, les contraintes macroéconomiques, l'insécurité, les inondations et déficits pluviométriques ayant affecté la récolte. Hors de nos frontières à présent, cap sur les États-Unis où la prison de Guantanamo a 20 ans cette année-ci. C'est l'occasion pour les experts de l'ONU de faire appel à sa fermeture car ils y dénoncent les tensions et les tortures. Des méthodes qualifiées de regrettables pour un pays qui défend la démocratie. Reportage. C'est une prison source de multiples controverses et de polémiques. Il y a 20 ans, jour pour jour, Guantanamo ouvrait ses portes sur l'île de Cuba, une prison destinée à recevoir notamment les accusés de terrorisme. En 2003, la prison a accueilli jusqu'à 680 prisonniers. Plusieurs centaines d'entre eux ont depuis quitté les lieux. Ils sont actuellement encore 39 à être détenus à Guantanamo. Certains attendent d'être transférés et d'autres attendent tout simplement leur jugement. C'est le cas par exemple de celui qui se présente comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001. Son procès vient à peine de démarrer à la fin de l'année dernière. Alors lors de son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden avait promis de fermer Guantanamo, mais près d'un an après son investiture, force est de constater que la prison est toujours ouverte et il y a toujours des inquiétudes sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Écoutez par exemple ce qu'en dit Amnesty International. C'est une date anniversaire qui n'aurait jamais dû être atteinte. Depuis le gouvernement de George Bush, il existe un consensus parmi les experts en sécurité nationale et l'ensemble de la classe politique au sujet de la nécessité de fermer la prison de Guantanamo, site tristement connu pour la torture et la détention injustifiable pour une durée illimitée.
Le président Joe Biden doit tenir son engagement et fermer Guantanamo définitivement. Plus la prison reste en fonctionnement, plus elle mine la crédibilité des États-Unis dans le monde sur le terrain des droits humains. Il faut se souvenir que Barack Obama avait déjà promis de fermer Guantanamo, mais il s'était heurté aux réticences du Congrès américain. Alors aujourd'hui, des sources à l'intérieur de la Maison-Blanche expliquent aux médias américains que Joe Biden a opté pour une stratégie plus confidentielle en permettant de manière ponctuelle le transfert de certains détenus. Mais avec un rythme si lent, on peut imaginer que d'ici la fin du mandat de Joe Biden, la prison de Guantanamo soit toujours occupée. Et parmi les prisonniers de Guantanamo, Mansour Adaifi, il a passé 14 ans dans cette prison sans pour autant être inculpé et il a accepté de témoigner pour RT. Regardez. Guantanamo is a place that breeds hate, grudge, injustice. Guantanamo est un lieu qui sème la haine et l'injustice. Guantanamo est aujourd'hui un symbole de la torture, de l'injustice, de l'illégalité et de l'abus de pouvoir. Guantanamo est l'un des violateurs principaux des droits de l'homme au XXIe siècle. Je suis étonné par le silence de la part de la communauté internationale, par ces pays. Vous savez, il ne s'agit pas de Guantanamo, des musulmans ou de la prison. Là, il s'agit de nous tous. Du coup, si on parle de Guantanamo, c'est un trou noir qui a été créé à l'extérieur du système judiciaire. Aucune loi n'y marche, aucun des droits de l'homme, aucune norme ni droit de base en matière des droits de l'homme. Guantanamo, son existence, c'est de la torture, c'est de l'injustice. Existence is a torture, it's injustice. I am also the victim of the misuse of 9/11. Moi, je suis aussi une victime de l'utilisation abusive de la loi à la suite des événements du 11 septembre. Je ne vais pas dire que j'en suis heureux, ils nous poussent à le dire. Nous essayons de communiquer avec eux en disant « Que nous avez-vous fait? Ce n'est pas bon du tout. Ils avaient voulu extraire les pires de nous-mêmes. Je me souviens toujours de ces jours-là. Jusqu'à ce jour, la même question. Pourquoi j'étais là? Pourquoi on m'a torturé? Pourquoi on a abusé de moi? Pourquoi j'ai perdu près de 15 ans de ma vie? Je ne pense pas que les familles, même des victimes des événements du 11 septembre, l'auraient aimé. Je ne pense pas qu'elles en soient contentes non plus. » La vie reprend peu à peu son cours à Almaty, la capitale de Kazakhstan. Les habitants constatent les dégâts tout en se disant soulagés de la fin de la violence. Il serait injuste de dire que des manifestations pacifiques au Kazakhstan ont uniquement causé des dommages économiques. Il ne s'agit pas de manifestations pacifiques, mais d'émeutes, de chaos et de pillages. En quelques jours, elles ont entraîné plus de 200 millions de dollars de dégâts pour le pays, principalement ici dans la ville d'Almaty. Et il s'agit d'estimations préliminaires, car les dommages réels devraient être beaucoup plus importants. À plusieurs reprises, les autorités kazakhes ont indiqué que ce mouvement n'était pas spontané, qu'il s'agissait de pillages organisés avec des mouvements de foule visant systématiquement les centres commerciaux et les entreprises. Dans ce centre commercial, les caméras de vidéosurveillance ont enregistré les incidents. Ici comme ailleurs, les pillards ont commencé par le plus facile, les magasins électroniques, les bijouteries, ainsi que les distributeurs automatiques de billets. Ceci, par exemple, était un magasin de téléphonie. Il ne reste que quelques appareils cassés. Les étagères ont été dévalisées en quelques minutes. Les gardiens n'ont rien pu faire alors que la police répliquait au tir des gangs armés. Pendant ce temps, les pillards ont fait main basse sur la ville. Sans aucun doute, tout ceci était planifié car les gens qui sont venus et ont agi ici possédaient l'équipement adéquat. Il faut avoir le matériel nécessaire pour forcer des distributeurs automatiques. Et ils y sont parvenus. Ils se sont emparés des liasses de billets. Bien sûr que ça fait peur. Nos citoyens étaient chez eux. Après la fête du Nouvel An, tout le monde se reposait. Nous ne savions pas du tout ce que c'était et lorsque nous nous sommes réveillés, il y avait des citoyens étrangers là. Il y avait une sorte d'agitation là-bas, des voix, et en réalité, ce bruit était probablement causé par des portes qu'on défonçait. Que peut dire un retraité? Je reste chez moi et j'ai peur de sortir, c'est tout. C'est très bien que nous ayons des soldats de la paix maintenant. Ces moments ont été terrifiants pour les civils. Beaucoup se sont cachés chez eux, lumières éteintes pour éviter d'attirer l'attention. Tandis que les gangs ravageaient la ville d'Almaty, ils ne pouvaient rien faire. Il n'y avait personne à appeler pour avoir de l'aide, jusqu'à l'arrivée des soldats de maintien de la paix. À l'aéroport, désormais sécurisé d'Almaty, des évacuations sont en cours.
C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site internet www.bene-eden.bg.